efficace. Je vais te présenter tantôt, mais là, on va parler d'une compagnie que tu connais bien, qui est Extra Centre de formation, Formalo, puis Extra Multiressources. Je pense que c'est pas pire. Ça s'en vient bien. Ça ouais, hein? Ouais. Nicolas, qu'est-ce qu'on fait chez vous avec Extra Centre de formation? Avec Extra Centre de formation, la première chose, c'est Extra Centre de formation, c'est chauffeur de camion. Oui. Et puis après ça, aussi, écoute, il y a une partie qui s'appelle Formalour, qui eux autres s'occupent vraiment de la scie mécanique jusqu'au camion minier, des pelles, en passant par tout ce qu'il y a entre ça, des chariots élévateurs, des plateformes élévatrices. Dans le fond, on a un formateur pour tout, là, dans le sens où on a des gars qui ont de l'expérience dans toutes ces choses-là, qui ont des cours de montée. Moi, j'avais un blanc l'autre fois. Il y avait une couple d'affaires, je me rappelais pas, sur les matières dangereuses. Ouais. Je peux venir suivre une mise à jour? Assurément. Écoute, on a même... moi, en tant que chauffeur, je pourrais t'appeler? Oui, bien sûr. Souvent, on a des entreprises, on a des clients qui nous appellent et disent « Écoute, mon chauffeur est dû. Il peut-tu venir chez vous? » Oui, pas de problème. On lui montre le cours. C'est ça, exactement. Loi 430, les heures. Tout ce qui a rapport au transport, on peut vous aider. On peut aider les clients, on peut aider les personnes directement. Chariot élévateur, ce genre de choses-là. Puis de l'autre côté aussi, machinerie lourde, ce genre de choses-là. Avec Formalour, on peut aussi le faire. Classe 1, classe 3. Classe 1, c'est combien de temps de formation? Ça dépend lequel. Okay. Ça dépend. En fait, on le fait, on essaie de le faire du point de vue des gens directement. Ouais. On le fait à la carte, si tu veux. Les gens choisissent une gamme d'informations. Mettons, moi, je l'ai fait, ça m'a pris 28 heures de pratique, puis plus mon petit côté théorique. Ouais. Puis c'était fait, c'était réglé, on était à l'aise avec ça. Si, mettons, quelqu'un, ça y en prend 35, mais ça y en prend 35. Si ça y en prend 20... T'as passé ta vie sur un... qui connaissent ça aussi. C'est ça, ou si t'as passé ta vie sur un tracteur depuis que t'as 10 ans, probablement que ça va aller plus vite. Là. Des jobs en ce moment chez Extra Multiressources, que ce soit à Laval, Trois-Rivières, Drummondville, Québec, Boucherville. Vous cherchez quoi dans ce temps-ci, pas mal? Beaucoup de citernes. La citerne? Beaucoup de citernes, oui, c'est drôle, hein, mais c'est comme un besoin qu'on a en ce moment sur du citerne. Dans quel coin? Boucherville. Est de Montréal, Laval, on en a aussi. Et puis, sinon, écoute, des postes dans l'alimentaire, des postes soit en classe 1, en classe 3, la livraison d'un peu de tout, du général. On est comme dans un moment... Depuis 10 ans, mon collègue me disait ça, mais depuis 10 ans, on a des CV, puis on a des postes à combler. On est comme dans une belle balance en ce moment qu'on n'a pas eu depuis un méchant bout, en fait. Là, donc, c'est un beau moment pour ça. 450-641-26. 26. Ah, c'est ça, parfait. 641-26-26. Monsieur Nicolas Fournier, 450-641-26-26. Je veux vous remercier, j'ai déjà fait plein de fois, mais merci à toute votre famille, les Fourniers, de nous donner un coup de main avec Underwood Québec. C'est vraiment apprécié. En studio depuis quelques semaines, la gamme des huiles moteurs de Total Energy puis de Rubia pour vos flottes. La gamme d'huile moteur Rubia a été rigoureusement testée et approuvée par plus de 200 fois des principaux manufacturiers de véhicules lourds. C'est des approbations de produits qui constituent une garantie certifiée que les huiles moteurs Rubia sont entièrement compatibles, ça c'est important, à 100% avec les technologies de moteur des fabricants correspondants. Quand je vous parle de Rubia, c'est des produits qui ont été testés en étroite collaboration avec beaucoup de professionnels pour augmenter l'efficacité, la rentabilité, l'offre que vous avez besoin, des protections de moteur. Quand on s'est parlé avec l'équipe là-bas, il y a des points que j'ai retenus que je trouvais pas pire. C'est au niveau de l'intervalle des vidanges prolongées. C'est sauver de l'argent avec les produits qui sont en studio ici. Votre durabilité qui est accrue. C'est conçu pour réduire l'usure des segments, contrôler les dépôts. Ça se traduit par une meilleure protection du moteur. Bref, c'est formulé pour minimiser l'usure du moteur. Puis on sait que c'est le nerf de la guerre. Pardon, à plusieurs niveaux.
Dans les prochaines semaines, je pense que ça s'en vient très, très vite. On va avoir des invités en studio, puis vous pouvez nous écrire, on le dit tout le temps, à podcast@mediaontheroad.com. Vous avez des points ou des choses que vous pensez que c'est important de parler ou qu'on doit savoir ou que vous voulez demander à nos invités chez Total, on va les prendre en note, puis on va vous revenir avec ça. Je ne sais pas ça va être qui va être là, mais je sais que pour toute question au niveau du Québec, vous pouvez appeler Pierre-Charles Derry au 514-591-5410, 514-591-5410. Pierre-Charles de chez Total Énergie. On les remercie de commanditer On the Road Québec, le podcast. T'écoutes notre podcast une fois de temps en temps? C'est quoi je demande à Carl à chaque fois qu'on passe au thème? Qu'est-ce qu'on dit? Bon podcast. Bon podcast, bonne écoute tout le monde. Bienvenue à On the Road de Québec, le podcast, épisode 700 millions. Ça fait 27 ans qu'on est en ondes, on est vraiment content. Avant de présenter notre invité que je suis tellement content de recevoir, ça fait tellement longtemps qu'on en parle, je veux saluer mon co-animateur pour l'épisode. On a congédié Carl, plus capable. Non, Nico, merci d'être au podcast On the Road. Puis tu voulais être ici pour un paquet de raisons. Oui, tout à fait. On vous l'a dit tantôt. Nico, j'ai un cadeau pour toi. Oh. Puis j'en ai un pour toi aussi. Je t'ai acheté sur une chaîne de truck stop aux États-Unis qui s'appelle Come and Go. Mais c'est pas une blague, c'est vraiment une chaîne de truck stop de dépanneur qui s'appelle Come and Go. Si on traduit en français, c'est hyper vulgaire, mais je t'ai acheté la casquette. C'est pour toi, Nico. Je vous parlais au téléphone quand je l'ai acheté en plus. Cette semaine, je l'ai acheté en Oklahoma dans un Come and Go. Hein, parfaite. Tu peux enlever l'étiquette. Ouais. Et voilà. T'as une minute. OK. T'es malade. Checkez ça. Voilà, viens puis va-t'en. Fait que c'est pas mal la fin de Truck Stop. Martin Archambault, comment ça va, Martin? Écoute, ça va bien, Francis. Content? Hey, la dernière fois qu'on a fait un podcast ensemble, ça fait longtemps, hein? Dans une autre vie. Ben oui. On parlait pas en tous des sujets qu'on va parler là. Ben un peu quand même. Oui, parce que j'avais été invité pour parler de transport électrique. C'est vrai. Ouais, ça avait été... Hey, ça, c'est dans le studio Botrax. Oui, c'est en plein ça. C'est vraiment une autre vie. Puis sinon, ça m'avait aussi confronté un peu à la réalité, parce qu'à l'époque, là, évidemment, le transport n'était pas où il est en électrification. On était plus dans la voiture, mais les questions portaient sur la voiture. Mais évidemment, les invités étant beaucoup, tu le sais, puis des gens issus du monde du camionnage, il y avait beaucoup de questions puis de parallèles. Puis évidemment, ben, la technologie n'était pas à ce moment-là où elle est aujourd'hui. Mes réponses auraient peut-être été différentes. Mais quand même, j'ai trouvé ça bien intéressant aussi. Puis ça fait partie un peu de mon approche, de confronter un peu, on dit la théorie avec la réalité. Tu sais, je me suis ramassé, moi. Sur les autres téléphones, je m'étais pris en photo dans un Tesla, là, un mot ou deux. Ben oui. Je t'ai traité de toi et non, là. Écoute. Martin, c'est quoi tu fais aujourd'hui? Je fais un podcast avec toi. Oui. on va parler de ton podcast après, mais... Ouais. Ben écoute, aujourd'hui, ce que je fais, moi, je travaille pour une compagnie que je ne suis pas obligé de nommer, mais qui est le seul producteur, transporteur et distributeur d'électricité au Québec. Parfait. C'est assez clair, hein? Il n'y a pas de problème, je peux le dire. Je travaille pour Hydro-Québec, mais je suis spécialisé en électrification des transports, puis mes mandats ont été variés au fil des années, mais je dirais depuis 1 an et demi, 2 ans, je suis... dédié au domaine du transport, qui est les flottes de véhicules, autant dans le léger que dans le lourd. Parce que quand je t'ai connu, tu n'étais pas là. Oui, j'étais là. Je pensais que tu étais juste dans le véhicule électrique. Oui, mais mais ils faisaient des flottes de véhicules électriques, il n'y en avait pas bien. Des camions électriques, il n'y en avait pas bien non plus. Ouais. Là, il y en a. Puis évidemment, nous, notre job, c'est d'électrifier, c'est d'aider à charger ces véhicules-là en ce qui a trait à la recharge publique. Donc, on se concentre non pas sur la recharge que les exploitants de flotte vont faire chez eux quand ils sont en entrepôt ou en dépôt. Ça, généralement, c'est de l'équipement qui leur appartient ou ils font affaire avec des compagnies qui les aident, comme Cléo et compagnie. Mais nous, on est plus entre ton point A et ton point B où tu t'en vas si tu as besoin d'une recharge opportuniste. Là,
Si tu veux te recharger à mi-chemin ou peu importe, là, ben, tu vas où? Tu n'es pas à ton entrepôt, ben, il faut mettre des bornes publiques, mais des bornes publiques adaptées pour les véhicules plus lourds. Ouais. Et ma job à moi, c'est essentiellement de comprendre les besoins de l'industrie. On est des experts en recharge, pas des experts en camion. Comprendre les besoins de l'industrie pour déployer un réseau de bornes qui va répondre aux besoins des gens qui utilisent les camions pour vrai. Parfait. J'ai une couple de questions, mais avant ça, je veux que tu nous parles de ton podcast. Tu es rendu presque 300 épisodes, t'approches. Ah ouais, moi, ça roule bien mes affaires. Hein? Ouais, c'est la 8e année, en fait, du podcast. C'est un podcast qui est bimensuel, 2 épisodes par mois, plus des épisodes hors série ici et là. Donc, ça a commencé modestement, moi aussi, là, dans mon sous-sol et puis tout seul. Puis, maintenant, j'ai des commanditaires, plusieurs commanditaires, ça roule, des invités, j'ai des collaborateurs, des chroniqueurs en Europe, chroniqueurs ici. Donc, c'est pas mal le podcast pour l'électrification des transports en général. Là, ça s'appelle Silence, on roule. C'est facile à trouver. On est sur toutes les plateformes, Spotify, Apple. Puis pour vrai, là, écoute, pour avoir écouté vraiment beaucoup d'épisodes, t'en sors plus intelligent à chaque fois. Du moins... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, tu sais, il y a beaucoup de podcasts au Québec, puis il y en a beaucoup qui parlent tous de la même affaire. Là. Mais je veux dire, tu sais, c'est le fun d'avoir des podcasts qui sont différents, mais le tien, je suis même pas un consommateur de véhicules électriques, mais il y a des points que tu apportes des fois qui me font réfléchir aussi. C'est pour ça que tu es là également aujourd'hui. Oui, on essaie de voir ça sur tous les angles. Puis vois-tu, à Silence on roule, moi, j'ai toujours voulu, d'une part, traiter à la fois de sujets pour quelqu'un qui est vraiment débutant. Là, il songe à peut-être s'acheter un auto électrique puis il ne sait pas en tout où se garrocher. Je veux de l'information qu'il va comprendre. Tu sais, je me dis tout le temps, il faut que mon grand-père comprenne puis que des enfants de 5 ans comprennent. Là. Puis, je vais aussi donner de l'information un peu plus pointue parce que tu as le geek qui est rendu à son 3e char électrique. Puis, lui veut savoir les nouvelles affaires, les nouvelles technologies de batterie. Fait qu'on veut parler un peu tout le monde. Puis, une façon d'y arriver, ça a été aussi d'aller me chercher des collaborateurs spécialisés dans des domaines. Fait qu'il y a des chroniques plus techniques, il y a des chroniques plus environnementales, il y a des chroniques plus transport, il y a des chroniques plus société. On aborde ça dans tous les sens. C'est un gros changement, l'électrification de l'économie. Là, les transports, c'en est un gros volet, mais le fait de lâcher les carburants fossiles, ça a des impacts, des bons, des moins bons. Il y a toujours des bons, des mauvais côtés à tout ce qu'on fait. Mais c'est des changements qui sont grands, qui prennent du temps aussi à être assimilés. Puis je pense que vous êtes bien placé pour comprendre que quand on vient chambouler un peu nos façons de faire, ça heurte, les gens résistent, mais des fois, c'est basé aussi sur un manque d'information. Puis aussi, une information qui était bonne il y a 5 ans, mais ça bouge tellement vite que tu vas dire, mais je le sais que c'est pas bon parce que j'ai vu quelque chose il y a 3-4 ans. Ouais, mais il y a 3-4 ans, c'est plus de même déjà. Ça a déjà évolué, puis dans 3-4 ans, ça va être encore plus en avant. Fait que on essaye, puis c'est un peu ma job, là, si je reviens à ma job à Hydro, nous autres, on est un peu en avant de la parade. Il faut commencer à se mettre en place puis à faire ce qu'il faut pour que quand les camions vont commencer à rouler, il y a une place pour se charger. Sinon, on va dire les camions sont bien bons, on n'est pas capable de se charger. Fait que, c'est un peu la poule avant l'œuf. Bon. Il y a vraiment une force dans l'éducation de ce que tu fais en ce moment qui est extrêmement pertinente. Avec le podcast, je pense que oui. Je pense que oui. Puis le podcast, on parle beaucoup, on donne beaucoup d'infos aux gens. Puis dans ma job à Hydro-Québec, je te dirais que là, je suis beaucoup en mode écoute. Okay. Moi, je veux comprendre. Je veux pas faire quelque chose que je pense qui est bon. Je veux faire quelque chose que vous m'avez dit que c'était bon. Tu comprends? C'est bien différent. Fait qu'on est beaucoup à l'écoute de l'industrie. Nice. L'état de la situation aujourd'hui, en février 2024, au niveau des camions électriques, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. On en est quoi? Au niveau de la maturité du projet? Pas du projet, mais c'est un projet. C'est le bon projet. On en est où là, en ce moment? En toute honnêteté, où est-ce qu'on est rendu? On est à une étape où il y a la plupart des gros fabricants de véhicules, mi-lourds et lourds, ont un ou des modèles électriques de prêt ou certains sur le bord de sortir. Il y en a très peu de vendus concrètement. Il y en a quelques-uns. La plupart des entreprises qui en ont acheté sont à l'étape, je dirais, ils font des tests. Mettons une entreprise de transport qui a 50, 100 véhicules, ils ont peut-être acheté 1 ou 2 électriques. Ils l'ont réservé sur des routes bien circonscrites dans lesquelles on minimise le risque. Ouais. Et là, on s'habitue, on regarde comment ça marche.
On a formé 1 ou 2 chauffeurs. C'est juste ces 2 chauffeurs-là qui le conduisent. On regarde comment ça marche en été. On a tout hâte à l'hiver. Là, on est l'hiver, mais on dirait que l'hiver ne va pas arriver. Il est doux, mais ça reste qu'on est autour de 0 quand même. Oups, on a moins d'autonomie qu'en été. Ça va être quoi l'impact sur nos opérations? Parce que là, c'est pas une auto comme la mienne. Là. Il y a du monde qui ont des business qui font de l'argent avec ce véhicule-là. Tu peux pas dire, aujourd'hui, on ne fera pas d'argent, le véhicule n'est pas capable de faire la job. Il faut s'assurer que le véhicule fait la job tout le temps. Ce qui fait que il y a des produits, on est au début, mais les premiers produits qui sont là sont des produits 100% fonctionnels. Là. Ça, je veux dire, ceux qui en ont, puis il y en a qui en ont depuis plus d'1 an, là, ça va, parce qu'ils ont été prudents puis ils ont utilisé le véhicule, ils n'ont pas tout de suite pris ce véhicule électrique-là puis le mettre sur la route la plus imprévisible puis la plus compliquée qu'ils ont. Ils l'ont mis sur une route relativement restreinte. Ils sont sûrs qu'ils sont à l'intérieur de l'autonomie du véhicule. Puis là, ils testent. Puis là, ils disent, bon, ben regarde, quand on respecte ça, là, ça va super bien. Maintenant, quand on va avoir des véhicules qui vont avoir, mettons, 2 fois plus d'autonomie, ben là, on va être capable d'ouvrir sur des routes 2 fois plus grandes. Mais on est vraiment dans un mode où, si on a des véhicules, on va dire de classe 5 aller jusqu'à classe 8, là, c'est les classes 5, 6, des fois un peu 7. Il y a très peu de classe 8 actuellement sur les routes. Puis, on est dans un mode return to base. Le véhicule, on le charge pendant la nuit, on le prend dans la journée, on fait notre journée sans avoir à se charger. On revient en fin d'après-midi en entrepôt, on plug le camion, on remet du stock. Par exemple, un magasin de meubles. Ouais. Hein, le magasin de meubles, il va livrer des meubles le jour, il livre chez le monde. Fait que c'est quelque part entre 8 heures, on va dire, puis l'heure du souper. Mais quand il revient à l'entrepôt, là, il plug le camion, puis pendant qu'il se charge d'électricité, on remet des meubles dedans qu'on va aller livrer le lendemain. Ouais. Modèle idéal. Ça marche, là. Les compagnies qui font des trucs comme ça, là, demain matin, ça marche pas bien. C'est de la job de street body, là. C'est de la job de plus petit camion, justement. Ouais. Exactement. Même des, mettons, si je pense à... vite de même, j'ai une idée vite comme ça, Jean Coutu, mettons. Ils ont des 36 pieds avec un décable qui tire ça. Ouais. D'après moi, dans ce qu'ils font, eux autres, lorsqu'ils vont arriver avec des camions, lorsqu'ils vont vouloir essayer ce type de choses-là, ça va être possible. Parce que ces camions-là vont faire... Tu sais, le gars qui fait Montréal en 36 pieds, ça se peut, là. Il tire pas lourd, en plus. Il tire des médicaments, il tire du cosmétique. Exact. Il tire... Tu sais, je voyais... Un peu d'eau javel. Oui, c'est ça. Puis je voyais cette semaine une entreprise, on va nommer Guilbeault, qui ont mis 2 camions électriques sur Facebook, qui ont annoncé l'avenue, je pense, c'est 2 camions électriques sur leur route. Ma question, Martin, puis je pense que c'est la réponse, mais je veux l'entendre d'un professionnel. À l'époque, là, je pense que c'était plus des gars comme toi qui allaient chercher les gens pour dire oser, tenter, essayer. Là, j'ai l'impression que c'est les compagnies en 2024. Ça se peut-tu qu'ils veulent essayer? Ben, moi, quand je suis arrivé là-dedans, j'ai recruté aucune entreprise de transport pour l'amener à l'électrique. C'était toutes des entreprises qui étaient déjà en train de faire le move. Il faut dire qu'il y a des distributeurs, tu sais, les camions Volvo, Freightliner, j'ai vu Lyon aussi qui fait juste de ça. Là. Mais tu sais, la personne qui allait chez Freightliner ou qui allait chez Volvo, puis que là, le représentant dit, ben, on a un camion électrique, il va arriver avec toi, le genre de job que tu fais. Camion, check les specs, je pense, après faire la job. Il y avait déjà le feu avait déjà été allumé, tu comprends? Ouais. Mais ce que je me faisais beaucoup dire, c'est, même si on est en mode return to base, c'est-à-dire que moi, là, je suis un transporteur, j'ai 50 camions, je vais m'en acheter un, je vais me mettre une borne chez nous pour recharger mon camion électrique, puis je suis indépendant. Mais il arrive quoi si ma borne brise? Il arrive quoi si j'ai une panne électrique? Il arrive quoi si mon camion fait une route inhabituelle parce qu'il y a une route de fermée, son trajet est plus long, puis ça tombe toujours, cette affaire-là, ça tombe toujours une journée où il fait moins 25. Là. Fait que j'ai un petit peu moins d'autonomie, puis je suis pas capable de revenir. C'est quoi le plan B? Et là, les gens, et c'est là ma job, ma job, moi, c'est d'offrir des plans B. Moi, je pense qu'à court terme, les bornes de recharge publiques pour camions lourds vont être du dépannage. Parce que sur une base, le business model, tu n'en auras pas de besoin. Tu vas être autonome dans tes affaires. Puis c'est une bonne nouvelle parce que c'est là où c'est vraiment le plus économique. L'électricité, elle coûte bien moins cher dans ton entrepôt qu'elle va coûter dans un site public où tu as à payer l'infrastructure, l'entretien, le service à clientèle, etc. Donc, je pense que c'est un peu dans ce modèle-là qu'on s'aligne. Fait que les gens, quand tu me disais, ben, c'est les entreprises elles-mêmes qui se lancent là-dedans, oui, mais il y en a plusieurs qui sont juste sur le bord de peser sur Enter là, pour commander le camion, mais ils ont besoin d'être rassurés un peu, de 2 façons. Que je leur dise, hey, ça tombe bien, on va installer une borne publique dans ton coin. Fait qu'en plus, si jamais ta borne ne marche pas, il va y avoir un plan de repli pas loin de chez vous. Ça les rassure. Puis l'autre, c'est quelqu'un de neutre qui est capable de les aider, qui n'est pas un vendeur de camion, qui n'est pas un vendeur de bornes. Ils nous disent toutes la même affaire. J'ai l'impression
j'ai peur de me faire avoir. Le gars de borne, je sens qu'il veut vraiment me vendre sa borne. Le gars de camion, je sens qu'il veut vraiment me vendre son camion. Arrête de comprendre que tu es docteur. Ouais. Mais tu sais, c'est... La borne est adaptée à mon camion. Ouais. Quand je vais brancher la borne puis je vais charger mon camion, je vais tirer plus d'électricité que ce que je tirais dans mon entrepôt. Je vais te changer de braquette de facturation Hydro-Québec. Puis le surplus que je vais payer en électricité va venir anéantir le rabais, les économies que j'ai au fait de rouler électrique. Qui va me donner cette information-là? Et c'est pour ça que là, il commence à y avoir des consultants spécialisés là-dedans qui aident les entreprises à faire le bon choix de véhicule en fonction de leur trajet, qui aident à identifier les routes parmi toutes les routes qu'ils font comme étant les meilleures routes pour le faire, qui les aident à choisir le camion, qui les aident à choisir les bornes, qui les aident aussi à choisir les outils de planification pour être capable de gérer. Parce qu'une flotte électrique, puis vous le savez, hein, les gens, ils ont des camions au diesel, ils ont des camions électriques. Ils vont peut-être avoir des camions à l'hydrogène. Ils vont peut-être avoir des camions au gaz naturel. Ils vont là, à un moment donné, tu as plein de types de camions qui ont plein de caractéristiques différentes. Puis le dispatcher, lui, il faut qu'il attribue des routes avec différents camions. Lui, il peut conduire tel type de camion, il ne peut pas conduire tel autre. Ce camion-là, quand il fait fret, il ne devrait pas prendre cette route-là. C'est plein de contraintes qu'on n'est pas habitué de voir. Là, qu'il faut Moi, je t'écoute, là, puis je réalise une couple d'affaires. C'est-à-dire que, si on veut aller, je ne sais pas si on va réussir à aller à une carbonisation neutre, là, plus tard, là, qu'on va pouvoir régler certains problèmes. Mais je suis en train de comprendre que d'ici peut-être 15-20 ans, les gens vont finalement juste avoir le choix entre le camion diesel à l'hydrogène, au combustible fossile ou renouvelé, ou l'électrique. Ça va être ça, à un moment donné. Ça va être un choix. Ben, le gouvernement veut vraiment y aller dans une seule voie? En fait, le gouvernement impose pas une solution. Ouais. Je pense que le gouvernement va plus imposer des restrictions. Il y a certains types de motorisation plus polluantes qui vont être, pour lesquelles les contraintes vont devenir tellement grandes au fil du temps que les entreprises, et ça commence déjà, commencent à s'orienter vers d'autres solutions. Mais le gouvernement ne te dit pas la meilleure solution, c'est l'hydrogène, la meilleure solution, c'est l'électrique. Peut-être qu'au moment où on se parle, la meilleure solution, c'est l'électrique dans telle catégorie de véhicule, que c'est l'hydrogène dans telle autre. Tu sais, moi, je suis un gars d'électricité. C'est sûr que je vais prêcher ma paroisse, mais je veux dire, au-delà de travailler avec une compagnie qui fait de l'électricité, on est intelligent quand même, on est capable de se dire les vraies affaires. Faire le plein d'un classe 8, d'un 53 pieds qui fait du Montréal-Toronto, mettons, c'est sûr, c'est plus vite faire le plein à l'hydrogène que faire le plein en électricité puis charger la batterie au moment où on se parle. Maintenant, si on se repose la question dans 5 ans, dans 10 ans, il y aura peut-être plus tellement de différence. Puis là, les désavantages, parce qu'il y a des gros désavantages à l'hydrogène, ça a des avantages, mais des désavantages. Peut-être que les désavantages à ce moment-là de l'hydrogène vont devenir plus grands que les avantages, puis on va dire, on va y aller tout électrique. Mais si demain matin, moi, je dois absolument arrêter d'avoir des camions au diesel, puis je peux pas, pour X raisons, avoir du gaz naturel renouvelable, par exemple, puis on me dit, là, tu as le choix entre l'hydrogène puis l'électrique, pour faire des longues distances avec des gros camions, j'irai avec l'hydrogène, dans la mesure où on a du ravitaillement d'hydrogène. Vas-y. Puis tu sais, il y a une idée, l'horizon 2035, c'est aussi une idée où c'est à ce moment-là où ils ne vendront plus de produits diesel ou ce genre de choses-là. Je ne sais pas pour les camions, je sais pour les voitures, là, je ne sais pas si ça implique les camions. Les véhicules. 2035, il n'y aura plus de véhicules légers uniquement à motorisation essence, diesel. Ouais, ça va être hybride ou tout électrique. Puis mon point était que ces choses-là continuent à vivre après, tu comprends-tu? Fait que les gens ils disent, mais là, ils nous imposent ça. Mais ta voiture, tu vas l'acheter en 2034. Tu vas pouvoir l'acheter à gaz si tu veux, puis tu vas l'utiliser, il va y avoir des garages qui vont te réparer. Il y a une période de transition, tu sais. Par contre, je dirais que la génération de mes enfants va probablement plus tellement avoir de véhicules. Exact. Nous, on va en avoir encore pour encore plusieurs années. On a le temps de prendre notre retraite avant que ça disparaisse. Moi, j'ai entendu des rumeurs de cours d'école. Est-ce que ça se peut que les grandes villes, comme, mettons, on parle au Québec, mettons Montréal, Québec, même en Ontario, Toronto, est-ce que ça se pourrait qu'un jour, les villes deviennent comme... Pour aller en ville, ça va être des camions électriques? Ah, ça se fait déjà. C'est ça, tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de projet actuellement. Moi, je n'ai pas entendu de projet localement ici, là, au Québec. En Europe, il y a beaucoup de villes que c'est déjà... Il y en a que c'est déjà comme ça. Il y en a qui ont déjà annoncé qu'à partir de 2030... si tu veux rentrer dans le centre-ville de telle ville, tu peux plus le faire avec un camion ou un véhicule. C'est pour ça qu'on voit des compagnies de plus en plus là, qui s'en vont. Là, Guilbeault, ils s'en vont. Ils vont souvent en ville, je prends l'exemple. Mais tu sais, là, on le regarde du côté négatif. Tu dis, toi, avec ton camion au diesel, tu peux plus rentrer dans la ville. Mais
je vais te donner un cas où, tu sais, on a un client avec qui un partenaire là, qui travaille sur des projets pilotes, parce qu'actuellement, nous, on met des bornes, mais comme on l'a dit tantôt, des camions électriques, il y en a, mais il n'en pleut pas. Ouais. Fait que moi, je cherche des gens qui en ont, puis qui veulent utiliser notre équipement, puis nous aider à tester. On construit ensemble ce qu'on aura besoin pour demain. Puis eux autres, ils me disent, tu sais, Martin, moi, là, la livraison de ce que je fais, là, je ravitaille des commerces qui, le jour, là, eux autres, ils sont dans leurs opérations. Je les dérange quand j'arrive avec le truck pour venir livrer le stock. Moi, il faudrait que je livre ça idéalement là, le soir ou la nuit. Mais j'ai pas le droit avec mon camion. Il y a des règlements qui font que tu n'as pas le droit parce que ça fait du bruit. Mais c'est mon camion électrique qui fait fuck all le bruit. La loi va changer à un moment donné. Là. Moi, si le camion est électrique, je vais avoir le droit d'aller ravitailler la nuit. Fait que moi, si je suis capable de ravitailler la nuit, regarde bien ce que je viens de créer. Je ne dérange pas mon commerce. Mon commerce est capable de faire ses opérations le jour, il se fait ravitailler la nuit. 2, moi, j'ai un camion électrique pour lequel j'ai une contrainte. C'est-à-dire que si tous mes camions circulent le jour, puis je reviens à l'heure du souper, puis je plug tous mes camions pour qu'ils se chargent pendant la nuit pour être prêts le lendemain matin, moi, j'ai plein de camions qui se chargent en même temps. Et là, ma facture d'électricité, parce qu'on sait que l'électricité, on ne la paye pas juste au volume qu'on consomme, mais en termes de puissance qu'on appelle. Dans une maison, ça ne s'applique pas parce qu'on s'est passé, mais d'un commerce, ça paraît. Lui, il dit, moi, si je suis capable de faire ça, genre la moitié de ma flotte qui va charger le jour, qui va rouler la nuit, ma facture d'électricité, même pour mes camions qui ne livreront pas la nuit, va baisser parce qu'on va répartir notre consommation d'électricité. C'est plein d'avantages, mais ça, c'est des changements. Il ne faut pas juste voir le côté négatif. On ne pourra plus. Oui, mais on va pouvoir faire des affaires qu'on ne pouvait pas avant aussi. Toi, on est trop vieux. On peut le dire. On blanchit de partout. Là. On va-tu le vivre, nous autres? Puis je sais là, qu'on m'écoute, là, puis moi, je vais être franc avec toi, moi aussi, j'espère garder mon truck, tu sais, je l'aime, OK? Mais est-ce qu'on va le vivre, ça, à un moment donné? On va être assez vieux pour voir ça que du camion électrique? Moi, je pourrais parler en Californie. Ça n'arrivera pas. Les gars vont garder leur pic, là. Ça, écoute, le monde qui ont 50 ans, là, je pense que quand tu vas prendre ta retraite, il va y avoir encore un peu de tout. Ouais. C'est juste les proportions qui vont changer, tu comprends? Il va y avoir de plus en plus d'électriques. Tu es obligé de te poser la question parce qu'on va m'assassiner. Il faut arrêter d'avoir peur. Puis tu sais, ce qui est plate un peu là-dedans, c'est quand il y a des réglementations qui arrivent, puis... boum, là, tu sais, comme un coup de pied, là, tu sais, dans un jarret, puis là, tu es obligé de... Là, ce qu'on sent, c'est que le gouvernement est bien conscient qu'il faut donner un coup de barre, mais il faut y aller intelligemment. Ce que je veux dire par là, c'est si on disait dans 5 ans, les classes 5, il faut qu'elles soient électriques, mettons, ou les classes 6, c'est pas trop problématique. Déjà, ça marche. 5 ans, Là, après ça, tu te donnes un peu plus de marge de manœuvre pour les classes 7. Tu te donnes un peu plus de manœuvre pour les classes... Parce que, qu'est-ce qui est gossant? Ce qui est gossant, là, c'est si tu as l'impression qu'on t'oblige à utiliser quelque chose dont la maturité de technologie n'est pas à point pour faire la job que tu as à faire. Right? Parce que si je te donne entre les mains demain matin un camion électrique qui a 800 000 km d'autonomie, puis sur lequel tu es capable de faire le plein dans à peu près le même temps que tu fais avec ton camion à gaz actuellement, là, il est où le problème? Moi, je vais te le dire, il est où le problème? Un puriste, c'est un problème. C'est sûr. Tu comprends ce que je veux dire? Moi, en tant qu'épicurien, là, moi, je peux te dire que probablement que je le ferais. Moi, si la technologie demain matin, je suis assez geek pour ça, là, si demain matin, la technologie me permet de faire des Californiens aller-retour, à ce peu. Puis, aimez-moi pas. À ce peu que moi, je le fasse personnellement, parce que je suis persuadé qu'il y en a plein qui vont le faire. Tu te rappelles quand il y a eu la transition vers de plus en plus de camions automatiques versus les manuels, tu as eu la même résistance au changement. Puis là, c'est sûr qu'on parle d'un changement qui est encore plus grand, mais le DEF ou ce genre de choses-là, ça a été la même idée. Puis il va toujours avoir cette résistance au changement-là pour comme certains vont prendre... On le prête, on le fait, on y va. Puis t'en as d'autres qui vont faire comme non, moi j'attends, je suis pas prête, puis j'en veux pas pour tout de suite. C'est pour ça que je serais pas honnête dans mon podcast de pas en parler, puis de juste mettre des juste regarder en ligne droite puis faire comme si rien à l'entour existait. J'ai pas le choix. Puis je suis honnête avec Martin, je veux dire, on se connaît pas personnellement, mais on se connaît, on sait qui on est, tu sais. Fait que je suis capable, j'ai pas de problème à lui dire que je sais pas si je serais à l'aise, mais si on en est rendu là, je vais être le premier à lever ma main parce que je suis assez geek pour ça, pour pouvoir le faire. Ne serait-ce que l'essayer, ça doit être un triple. Ça fait une couple d'années que je suis là-dedans, puis
je commence à connaître la crowd un peu. C'est ça. C'est pas ton premier barbecue. Non, puis c'est pas une crowd facile, puis c'est correct. Ouais. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce que je peux dire, par contre, c'est que je vois tous les gros shows au Canada, aux États-Unis. J'étais au ACT il y a pas longtemps. Aux États-Unis. Puis toutes les compagnies, qui sont en train d'aider à faire le virage, puis les grosses compagnies de transport disent toutes la même affaire. Que la pilule est dure à avaler quand on annonce à nos chauffeurs qu'on va avoir une couple de trucks électriques. Ouais. Mais tous, sans exception, nous disent, après une couple de mois, les gars qui conduisent l'électrique ne veulent plus revenir ces autres camions. Pire que ça, on doit gérer le fait que des fois, pour certaines contraintes, tu n'as pas le choix. Là, le camion, il est parti, puis là, faut que puis on doit gérer le mécontentement. Fait que autant ils veulent pas y aller, autant une fois qu'ils sont habitués puis qu'ils ont vu que ça allait bien, parce qu'évidemment, tu es mis dans des contextes où ils n'ont pas de trouble avec. Là. La misère est optionnelle dans la vie. Là. Si le camion, si tu as 3 routes à faire puis tu as 3 camions, puis tu en as une qui est super adaptée à l'électrique, mais l'électrique là-dessus, ne va pas le mettre sur celle que tu vas avoir du trouble. Ben, une fois que tu es dans un contexte où ça va bien, là, les avantages sont super. Les gars sont moins fatigués, beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de vibrations. Tout le monde est unanime pour dire, une fois que tu as goûté comme il faut, mais c'est pas facile au début. Je laisse. Tu sais, il y a des domaines dans lesquels tu as un nouvel ordinateur méga puissant, les gars d'informatique, ils ont tout hâte d'avoir le nouveau. Une nouvelle technologie d'ordinateur, ils ont tout hâte. Les camions, c'est une autre affaire. Puis il y a plein d'autres domaines, c'est comme ça aussi. Puis je le comprends, là, le gars qui conduit son camion, là, c'est son deuxième chez eux. Il y a un rapport émotif avec le camion qui est hyper grand. Puis moi, je suis de ceux qui respectent ça. Je comprends ça, puis je respecte ça. L'idée, c'est de dire, à un moment donné, tranquillement, pas vite, faut y aller par petits pas, puis faire des essais. Puis je pense que c'est bon, là, parce que la technologie, on peut bien y reprocher que ça va pas aussi vite qu'on voudrait, puis d'être rendu au point d'arrivée, mais ça nous laisse le temps aussi de s'apprivoiser. Tu sais, il y en a eu des hybrides, puis des hybrides branchables depuis des années, puis il y a plein de monde qui ont acheté des hybrides branchables qui avaient 80 km d'autonomie électrique, puis 500-600 là, avec le gaz. Puis au bout de 2 ans, ils disent, je fais 3 pleins d'essence par année. C'est rare, je fais plus que 80 km dans ma journée. Fait que je me rends compte que si tu m'en donnais une tout électrique qui a 500 ou 400 km tout électrique, je devrais être correct. Mais l'hybride branchable a permis de, sans trop te faire peur, d'essayer la technologie. Ça l'a ouvert la porte, puis après ça, tu es plus ouvert à aller vers du tout électrique. Je pense qu'avec le camion, il faut faire trouver aussi des façons d'emmener tranquillement, pas vite, les gens là. Il y a un projet de station de recharge avec HQ? Ben, on a. C'est Hydro-Québec, excuse-moi. On a différents projets. Là, actuellement, on est en projet pilote, c'est-à-dire qu'on a ouvert quelques stations. On a une à Laval, on a une à Sainte-Julie, on a une à l'Assomption, qui sont des stations de recharge dédiées pour véhicules électriques. Tu sais, quand je te disais tantôt, véhicules électriques lourds. OK, parfait. Quand je te disais tantôt que l'idée, c'est de comprendre l'industrie, on a passé plusieurs mois à parler à plein de transporteurs, des chauffeurs, des répartiteurs, du monde, tous les jobs dans le secteur du transport, mais même des compagnies qui font juste, qui produisent la marchandise, mais qui sous-contractent des transporteurs pour transporter leur marchandise, parce qu'eux aussi ont une réalité et ont des besoins qui, des fois, sont différents des transporteurs eux-mêmes. Puis, fort de ça, on a commencé à créer des sites pilotes puis tester. Là. Si on vous a bien compris, il faut que ça ressemble à ça. Puis, il y a des contraintes aussi simples que, physiquement, c'est plus gros le camion. Donc, il faut que l'espace de stationnement soit plus grand. On ne veut pas des petites autos qui tournent alentour. On veut des bornes qui ont la puissance nécessaire pour charger les camions. On veut être capable de charger autant un camion que le port de recharge est sur le côté de l'entrée de la porte du conducteur que de l'autre côté, parce qu'il n'y a pas de standard là-dedans. Il n'y a pas un modèle pareil. Il n'y a pas un modèle pareil. Puis nous, on n'est pas Tesla, qu'on fait des bornes pour des Tesla. On est pour toutes les marques de camions. Il faut que tous les camions fonctionnent. Fait que là, on a créé quelques sites. Et là, on les teste. On a des entreprises qui collaborent avec nous, qui arrêtent sur nos types. Puis même, comme je disais tantôt, ils n'ont pas toujours besoin d'y aller. Des fois, leur entrepôt n'est pas loin, mais on lui dit, essayez-les pareil une fois de temps en temps. Ben, quand vous n'avez pas le choix d'y aller parce que votre borne est prise puis il y a un deuxième camion qui arrive, forcément, vous allez y aller. Mais assurez-vous d'y aller une couple de fois par mois. Là. Nous, ça nous permet de voir un peu comment ça marche. Puis on leur pose des questions. La borne, elle va-tu bien? Y a-tu des enjeux sur le site quand tu arrives? L'éclairage, je ne le sais pas. Moi, facile de se stationner, mais difficile de ressortir. Il faut penser à ça. Le camion, il est gros. Là, des fois, il arrive sur le site, mais il faut qu'il soit capable de repartir. Ça peut bouger du gonner pour sortir de là. Donc, on teste les affaires. On est en train de regarder comment ça marche. Ça, c'était notre phase projet pilote. Et là, le gouvernement, l'année passée, fin 2023, a publié sa politique sur la recharge. Une grosse politique québécoise qui a plusieurs volets, mais qui avait un volet pour le véhicule lourd, j'ai lu ça, dans lequel il nous a donné une enveloppe monétaire
pour que dans les 5 prochaines années, on déploie des bornes publiques des sites principalement autoroutiers. Là. Okay, ouais. Donc, pas nécessairement dans des parcs industriels, mais je veux dire, un aire de repos, mettons l'Assomption. Sur des aires de repos, sur des fois, ça peut même être un site plus commercial. Là, tu sors de l'autoroute, puis là, il y a comme une espèce de petit centre d'achat. Genre le Madrid, des affaires comme ça. Mais des fois, il y a une section avec des stations-service pour les véhicules lourds. Okay. Nous, on va toujours être du côté véhicules lourds. Et là, on va commencer à déployer des stations-là. L'idée, c'est qu'on commence à ouvrir des routes. Okay. On est en train de travailler un projet aussi. Bien, évidemment, Montréal-Québec, ça va se faire, c'est sûr, là, par la 20 et ou la 40. Par les deux. On va commencer par une, mais les deux vont se faire, c'est sûr. Mais on veut continuer vers l'ouest aussi, puis l'idée, c'est de relier jusqu'à Toronto. Donc, d'aller jusqu'à Toronto. Nous, Hydro-Québec, on s'occupe de la partie québécoise, puis avec des partenaires ontariens, on va... Fait que l'idée, c'est que un camion pourrait partir de, je sais pas moi, de Beaupré, puis de s'en aller jusqu'à peu importe où il s'en va, dans le coin de Toronto. Puis, à distance logique, il y a des stations de recharge électrique pour faire le plein. Question, on prend combien de temps un classe 8 à charger? Et ça dépend d'un paquet d'affaires. Au moment où on se parle, je te dirais, là, tu sais, c'est toujours la même affaire. Là, en électrique, tu essaies de ne pas arriver vide. Là. 10 à 80, mettons. Là. Ouais, tu sais, un 10 à 80, tu vas faire ça peut-être en... Si la borne est assez puissante, puis nous, c'est ce qu'on essaie de mettre, les bornes qui vont être capables de donner le maximum que les véhicules peuvent prendre, tu vas faire ça peut-être en 40 minutes. Il y a des camions qui sont annoncés par les différents manufacturiers que la prochaine génération, les puissances que la batterie peut prendre est plus grande. Donc là, on va réduire... là, ils ont deux choix. Ça va réduire le temps de recharge ou ils vont en profiter de mettre des batteries plus grosses pour que dans le même temps, tu sois capable de te donner... je sais pas moi, 200 km de plus. Ouais. Là, c'est un peu comme l'auto, hein. Tu regardes des autos, là, mon auto que j'ai là m'a coûté le même prix que la première auto électrique que j'ai achetée il y a 13 ans, mais pourtant, elle a 3 fois l'autonomie. Ouais. C'est-à-dire que les batteries sont de moins en moins chères, mais plutôt que de te charger moins cher, ils en mettent des plus grosses, ça revient au même prix, mais tu as de plus en plus d'autonomie. Ouais. Là, que les camions, l'autonomie n'est pas très grande. Non, fait que moi, mon pari, là, si j'avais, mettons, engagé, là, c'est que les prix ne baisseront pas tellement dans les prochaines années, mais l'autonomie va augmenter pas mal. Fait que ce qu'ils risquent de faire, c'est de faire des véhicules qui chargent plus vite, mais qui ont des batteries plus grosses pour être capables. Fait que je pense qu'on va rester entre 30 minutes et 60 minutes là, pour remplir pendant encore quelques années. Tu avais une question, toi? Oui, j'avais une question. J'ai vu ça, j'ai vu passer ça, puis c'est de la recherche pure, là. Mais il y a une entreprise californienne, je pense, qui regardait à... mettre les batteries sur les remorques. Puis sur le dessus de la remorque, de mettre des panneaux. Ouais. C'est sûr que c'est un endroit qui a du sens pour ça aussi, bien sûr, la Californie, mais l'idée est de dire que la remorque est beaucoup plus longue, a beaucoup plus d'espace pour rentrer une charge de batterie énorme. Puis je me demandais, je voulais t'en parler, je me demandais qu'est-ce que tu en pensais. Oui, bien, il y a des projets qui se sont déjà faits, qui sont concrétisés, que la batterie est sur la remorque elle-même, puis est connectée là, après le camion là, avec des câbles. Il y a par contre un certain nombre de normes, je dirais, au niveau de la sécurité. C'est des batteries haute tension. Hein. Sur des camions, là, on est entre 800 et 1000 volts, là, les batteries. Même, donc, il y a beaucoup de contraintes. L'autre contrainte qui vient avec ça, c'est le poids. Vous savez, s'il y en a à qui j'expliquerai pas ça, le poids d'un véhicule, c'est important. Je veux dire, vous êtes limité dans le poids. C'est le nerf de la guerre. C'est le nerf de la guerre. Fait que si le camion, en partant, pèse 30 % du poids que tu es autorisé à transporter, je veux dire, ça va pas bien. Fait que là, à un moment donné, la technologie, c'est pas juste de faire des batteries qui ont plus d'autonomie. C'est pas juste de faire des batteries qui chargent plus vite, c'est aussi faire des batteries qui ont une plus grande densité énergétique. C'est-à-dire que dans le même volume puis dans le même poids, tu peux mettre plus d'énergie. L'idée étant de ne pas faire des batteries toujours de plus en plus grosses, de plus en plus pesantes, parce que là, à un moment donné, ça devient... Tu sais, s'il faut que tu mettes 2 trucks sur la route transportant la même marchandise... C'est ça. C'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que ça veut dire qu'on ne pourra pas le faire? Non, on va le faire. Mais si tu me demandes, demain matin, là, moi, je transporte de la brique, puis je veux faire ça sur un 53 pieds électrique, ben tu vas avoir des enjeux, je pense. Par contre, si tu roules un en Californie, le Frito-Lay, ces choses-là, les chips... Ben, c'est pas pesant. C'est pas pesant. Puis, tu sais, je sais pas, moi, t'as Cascade ici qui ont des camions électriques, transporter des Kleenex puis du papier de toilette. J'imagine que c'est pas pire, là. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il y a des contraintes de poids qui fait que... Mais
ça veut pas dire que c'est pas bon et ça marche pas. T'sais, moi, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'il faut faire attention à pas tomber dans « Ah, tu vois, ça marche pas. » Non, ça marche pas là, aujourd'hui, mais ça veut pas dire que ça marchera pas demain matin. Si demain matin, et ça va arriver, là, on a une batterie qui est 3 fois moins pesante puis que tu peux mettre 4 fois plus d'énergie dedans, ben là, on va y arriver. Là. C'est parce que c'est pas mature encore, c'est quelque chose de tout nouveau. Là. Ouais. C'est relativement nouveau. Plein de monde essaye plein de choses en ce moment. Là, de façon mondiale, il y a plein de monde qui essaye différentes stratégies pour réussir ça. Puis ça dépend ce que tu fais. Tu vois-tu, on travaille un peu avec les gens de Morneau, s'ils nous écoutent, on leur dit bonjour. Eux autres, ils en ont un classe 8, mais ils ont certains transports qui est relativement local. Ils partent de Québec puis ils restent aux alentours de Québec. Fait qu'eux autres, là, ils font pas du Montréal-Toronto, là. Ils restent dans... Fait que le camion, il part le matin, mais ils ont besoin d'un camion gros comme ça parce que ce qu'ils transportent est physiquement gros. Mais le chauffeur, il revient dîner au bureau le midi. Il le plug pendant qu'il est en train de manger son lunch. Il repart, le truck est plein, il va faire ses affaires. C'est parfait. Fait que quand je vous dis c'est pas mature pour toutes les utilisations, mais ça peut l'être pour certaines. Il faut analyser ce qu'on fait puis se poser la question. Ce qui existe là, fais-tu pour la job que moi je fais? Tu as été au comptoir des pièces, un des podcasts avec Maxime Goulet de Réseau Dynamique. Ouais. Puis Max m'avait dit une phrase, je sais plus c'est quelle compagnie, qui y avait... En fait, il a vendu un camion électrique, un Inter, à un monsieur X. Monsieur X était très réfractaire, puis lui, il est embarqué dedans, puis finalement, il l'a adopté. Fait que c'est un peu ça. Ouais. Pour la mesure où... Parce que là, je comprends beaucoup plus de points aujourd'hui. C'est vraiment... Pour l'instant, le camion électrique est vraiment attitré à certains types de transports ou de régions. C'est là qu'on en est aujourd'hui. Ouais. Mettons, on dit... Mettons, je te demande... Je vais pas y aller, je vais y aller tantôt avec la perspective d'avenir, mais en ce moment, en 2024, en février 2024, on est là. C'est-à-dire certains types de transports, certains types de compagnies pour certains types de chauffeurs. C'est là. Et de travail. Oui, tout à fait. Et comme c'est souvent le cas, pas pour toutes, mais pour plusieurs entreprises, il y a au moins un des créneaux qu'ils font pour lequel ça pourrait s'appliquer. Alors, si on a cette ouverture-là de dire, on va le tester avec ça, on va le faire avec ça, il y a moyen de faire des choses qui fonctionnent bien. Puis, il y a plein d'entreprises qui ont ajouté un ou plusieurs véhicules électriques à leur flotte pour lesquels ça fonctionne très bien. Il existe même des compagnies de transport, puis vous le savez, que leur modèle d'affaires est basé sur le 100% électrique. Il y avait Courant Plus là, qui a été acquis par Nationex. Leur business model, c'était que c'était de l'électrique. Puis eux autres, leurs clients disaient, nous, on fabrique du matériel et les compagnies à qui on livre, là, ont des obligations de baisser leur empreinte carbone. Donc, ils nous demandent de livrer des carbonés. Fait que là, ça devient un pitch de vente. C'est-à-dire que moi, je peux te vendre du transport décarboné. Toi, tu es obligé de... Tu te fais squeezer par tes fournisseurs. Tu sais, exemple, Ikea. Là, Ikea demande que ça soit de plus en plus décarboné. Fait que les transporteurs pour Ikea sont presque obligés... C'est ça que tu m'as dit au téléphone, peut-être un mot ou deux, on avait parlé de Nationex, puis tu m'étais arrivé que ça m'avait marqué. C'est pas juste les entreprises de transport c'est les entreprises... Ça se peut que ce soit beaucoup plus d'entreprises internationales qui sont penchées là-dessus pour l'instant? J'aurais tendance à dire oui. Je pense que tu as raison, mais ça reste qu'il y en a beaucoup ici quand même, puis ça mène une certaine pression. Puis, tu sais, il y a des gens qui se disent, moi... J'ai pas le choix, fait que je suis prêt à payer, je sais pas, je dis n'importe quoi, 10% de plus. Puis ce 10%-là, pourquoi je le paye de plus? Je comprends que le camion qui fait du Montréal, parce que Nationex faisait ça, pas Nationex, Courant Plus à l'époque, c'est rendu Nationex, il faisait du Montréal-Québec électrique. Il y avait un arrêt, c'est pour... Fait que, il y avait une perte de 20 minutes, mettons, là, je dis n'importe quoi, là, dans sa ride, où le chauffeur, il débarque du camion, il plug le camion pendant 20 minutes. Cette 20 minutes-là, il est inclus dans le prix. Puis le client, ça ne dérange pas de le payer parce que c'est ça qu'il veut. C'est ça qu'il veut. C'est ce que j'avais compris un peu parce que c'est là où il faut arrêter aussi des fois. J'aime ça regarder la caméra quand je la tire. Il faut que des fois, certaines personnes arrêtent aussi de fesser fort sur des compagnies de transport au Québec en disant parce que c'est aussi la clientèle qui vient l'exiger. Ça va venir de plus en plus. Puis ça, je veux dire... C'est plate, mais c'est ça. C'est plate. Pour moi, je trouve ça plate. Moi, je pense, puis je ne veux pas jouer au devin, là, puis c'est votre industrie, puis vous la connaissez immensément mieux que moi, mais si j'avais un vieux 10 à gager, c'est qu'avec le temps, il va y avoir de plus en plus de pression sur l'industrie par les clients qui vont exiger
de plus en plus de trucs. C'est pas nécessairement le gouvernement. Là. Ouais, ça peut être le gouvernement, mais ça peut être l'entreprise. Multinationales. Mais moi, là, dans mon image d'entreprise, je me décarbone. Puis ça n'a pas de sens que tout mon matériel m'est livré avec des camions diesel. Fait que j'exige d'avoir une part décarbonée là-dedans. Donc, quand tu vas faire ton pitch de vente pour devenir le transporteur de cette entreprise-là, tu vas avoir un gros plus. Tu es capable de dire, j'ai X % de ma flotte qui est décarbonée ou je peux te faire tel trajet à électrique. Dis-toi qu'une compagnie, mettons, là, tu penses juste à l'impact que tu as, disons, en tant que chauffeur diesel versus chauffeur mettons, électrique. L'entreprise elle-même, normalement, paie des factures à son transporteur. Son transporteur a du fuel surcharge, a du ci, a du ça. OK? Donc, cette entreprise-là va dire à son transporteur, va me chercher ce camion-là. Son transporteur va dire, je vais te faire payer le même prix. Le coût de l'énergie est beaucoup plus basse, tout de suite en partant. Deuxième chose, l'empreinte environnementale de la livraison de ton produit est beaucoup plus basse. Diesel, ça brûle. La poussière de frein dans les villes est épouvantable pour les asthmatiques, pour les gens qui, en fait, pour tout le monde, là. Mais la poussière de frein est vraiment, vraiment grave pour ça. Et puis, dans cette idée-là, tout à coup, tu te ramasses avec des véhicules électriques, donc pas d'émissions. Puis en plus, tu te ramasses avec des véhicules qui freinent moteur. Ouais, frein magnétique. Frein magnétique. Tu sais, Jacob pour les gars. Mais dans ce cas-ci, c'est le même principe, mais c'est le moteur qui ralentit quand tu lèves la pédale. Ouais. On a tellement... Tu t'arrives avec tellement d'avantages, assurément, mais pour du last mile, pour du dernier mille, là, c'est ça. Je veux dire, t'es dans la bonne. T'es dans le bon. Le chiffre, l'année qu'on entend tout le temps parler, c'est 2035. C'est véhicule léger, ça. Hein? Je l'appelle, il n'y a aucune date. Là, pour l'instant, si on parle de... Dans le transport, il n'y a pas de date. Les seuls types de véhicules lourds pour lesquels il y a des obligations avec des dates, c'est le transport scolaire. OK? Et il y a aussi des autobus... Les petits camions de livraison, genre Amazon de ce monde, ça fait partie de quoi, ça? Il n'y a aucune obligation. Ça, c'est eux autres qui... Je sais, une compagnie comme Amazon là, va sauver une fortune à rouler. Je veux dire, eux autres, il y a du monde qui savent compter, hein, qui disent on a X centaines, voire milliers de camions là, qui circulent. Voici ce que ça nous coûte en gaz dans un mois. Ils ont fait le calcul, puis ils switchent, c'est pas trop long, mais on dit Amazon, mais pensez à FedEx, pensez à Purolator. Moi, je suis sur des tables pan-canadiennes avec des entreprises, puis toutes les entreprises de livraison de ce type-là, le FedEx, Purolator, sont toutes là parce que c'est clair. Puis les véhicules sur le marché actuellement qui vont bien répondent parfaitement à peu près 100% de leur scénario aux autres là. Clairement. Je vois le temps qui avance, j'ai une couple de questions vite fait, en rafale. On va faire... C'est quoi, j'ai vu beaucoup passer dans les derniers mois, dernière année, le nom de Cléo. Oui. C-L-E-O. Ouais. J'ai vu ça sur LinkedIn abondamment. Tu as une étiquette sur ton chandail qui est circuit électrique. Ouais. Je me dis, c'est quoi, là? Ben écoute, Circuit électrique, c'est une marque de commerce qui appartient à Hydro-Québec. OK, parfait. Dont la mission, c'est d'installer des bornes de recharge publiques quand tu n'es pas chez vous. OK. Cléo, c'est une filiale d'Hydro-Québec. Donc, c'est une entreprise autonome, mais dont l'actionnaire principal est Hydro-Québec, dont l'objectif est de faire l'inverse de ce que nous autres on fait, c'est d'aider les entreprises à s'électrifier chez eux. Chez eux. Donc, toi, tu es une entreprise tu es un transporteur scolaire, tu as 25 autobus scolaires, puis tu desserres 2 commissions scolaires. Puis là, le gouvernement t'oblige à acheter des autobus électriques. Tu n'as pas le choix. Là. C'est même plus une option qu'ils ont, eux autres. Ben là, tu connais pas ça, là, l'électrique. Dans quoi je t'appelle Cléo, puis eux autres, ils débarquent chez vous, ils regardent c'est quoi. Tu as 2 autobus scolaires actuellement, tu vas en acheter 3 l'année prochaine, 8 l'autre année. Ils regardent un peu le big picture. C'est quoi ton entrée électrique? Là, ils te font un scénario, voici ce que ça te prend. Puis ils te permettent de t'aider en donnant toute clé en main. Ils peuvent même venir mettre un gros container chez vous en arrière avec les transfos dans le compteur électrique à part. Puis tu as un frais mensuel qui inclut l'électricité, la recharge, les bandes. Donc, tout est payé. Donc, le risque, parce que c'est pour une entreprise comme ça, qui disait, moi, je vais m'acheter des bornes. Qu'est-ce qui arrive si dans 2 ans, la technologie change, les bornes sont désuètes? Les entreprises, ils ont peur de se pitcher parce qu'ils voient un risque de se lancer dans les technologies émergentes. Cléo vient mitiger le risque pour eux en disant,
Ben, avec un forfait mensuel, là, on va gérer les bornes. Tu as un compteur électrique à part, donc ça ne touche même pas ton entrée électrique de ta bâtisse. Puis on a un logiciel qui permet de dire le camion 22, tu le plugues de telle heure à telle heure, lui, il revient à telle heure, tu le plugues quand lui. Ils te font tout un plan de gestion de ta recharge qui fait que tu vas optimiser ta recharge. Tes véhicules vont toujours être pleins quand tu en as besoin sans dépasser des pics de recharge. Okay. Fait que c'est le rôle de Cléo. Puis là, je te donnais un exemple d'autobus, mais ça pourrait être une entreprise, Purolator, qui décide qu'il s'installe 3 camions électriques, puis 2 bornes, puis ils ne savent pas par quel bout de pogner ça. Eux autres, ils t'aident chez vous. Fait que chez vous, dans ton entrepôt, c'est Cléo, puis sur la route, c'est vous autres. Circuit électrique. OK, parfait. Ça fait 8 ans que tu as ton podcast, c'est ça? 8 ans. Oui, 8 Ça fait des années que tu es passionné de ça. Je ne te demanderai pas si tu as un char au gaz, c'est sûr que non. Parfait. C'est quoi ton intérêt, toi, Martin, de travailler en collaboration avec des entreprises de transport au Québec? Ben, écoute. Ben, je sais que tu es, à part la passion. On va me répondre la passion. Non, c'est la réponse facile, c'est sûr. Ouais. Mais tu sais, je suis un gars de technologie. Je dirais beaucoup plus qu'un gars de char. Hein? Puis je le dis souvent quand je donne des conférences ou dans mes podcasts. Les gens m'associent comme étant un gars de char. Je suis zéro, fuck on, un gars de char. Je suis un gars de technologie, bien plus qu'étant un gars de char. Puis, quand je suis arrivé en électrification des transports avec les autos, on a comme tapé à trail sur tout. Tu sais, moi, quand j'ai acheté ma première auto, là, il n'y en avait pas de borne. C'est quoi ta première voiture? C'était une Nissan Leaf 2011. OK. Acheté en ligne parce que tu ne peux même pas aller chez le concessionnaire. En tout cas, c'est toute une histoire d'horreur. Mais une des 50 premières voitures livrées au Canada. OK. Alors, il n'y avait même pas de bornes. Les seules bornes que je connaissais au monde, là, je veux dire, au Québec, là, c'était celle que j'avais chez nous. Puis mon beau-frère qui a acheté la même auto que moi en même temps que moi, parce qu'on est deux fous pareils, là, ben, c'est les deux seuls endroits où je pouvais me brancher. Chez vous. Ouais, je ne connaissais aucune borne. Maintenant, il y en a des milliers. Et là, la trail s'est tapée. Hydro-Québec a fait la job. Il y a des entreprises privées qui ont fait la job. Et là, quand le camion a commencé, là, il y a quelques années, zéro le camion, ça s'en vient, j'ai vu là une opportunité, moi, de dire... On a appris plein de choses avec le véhicule. C'est différent, un camion. Là. Mais il y a quand même certaines lignes directrices qui sont là. Moi, c'était une occasion de prendre tout ce qu'on avait appris dans le véhicule léger, puis le transposer dans le véhicule lourd, puis d'être capable d'aller plus loin. Puis je passe ma vie, moi, à parler à des gens qui sont déjà vendus. Tu sais. Je veux dire, je donne une conférence, les autos électriques, tout le monde qui sont dans la salle, ça les intéresse. Je fais un podcast, le monde qui m'écoute, ça les intéresse. Là, je trouvais ça intéressant de parler à du monde qui sont comme... J'arrive un peu comme un chien dans un jeu de quilles, puis la job, il y a une grosse job à faire. Juste qu'ils m'écoutent puis qu'ils me donnent de la crédibilité, il y a une job à faire là. Je trouvais le défi intéressant. Cool. Deux dernières questions. Ici et ailleurs, l'évolution, différence, mettons, ben les provinces, ça se peut qu'il y ait une différence, je ne sais pas. Mais si on prend nos deux pays conjoints, le Mexique, je ne sais pas si ça avance, mais États-Unis, Canada... Ben, écoute, commençons par le Canada. Tout ce qui est électrification des transports... Même en Alberta? OK. Oui, c'est correct. Regarde-moi bien aller. Okay, c'est bon. Il y a une grosse similitude entre le Canada et les États-Unis sur la chose suivante. OK. Quand tu pognes l'extrême ouest, l'extrême est, ça va relativement bien. Plus tu t'en vas dans le centre, plus ça se gâte. C'est ça, parfait. C'est bon. C'est la même chose ici. Au Canada, tu as le Québec, tu as la Colombie-Britannique. À nous deux, là, on fait 90% de la job. Okay. Après ça, tu as un peu l'Ontario, les Maritimes qui commencent à arriver, puis le reste, c'est pas facile. OK. Aux États-Unis, tu as la Californie, complètement à l'ouest. Tu as la Nouvelle-Angleterre. Puis dans le milieu, plus tu t'en vas dans le milieu, plus c'est impressionnant. En Californie, j'étais à Barstow, là, 10 jours. C'est à Barstow. Ouais, je pense que c'était à Bakersfield. À Barstow, sur la 15, puis j'avais jamais vu autant de bornes. Mais là, c'est du Tesla, là. J'avais jamais vu autant de bornes à côté d'un outlet. Moi, j'avais jamais vu ça. La prochaine fois, il faut que je le prenne en photo, je le filme. Tu sais, je le filmais pas parce qu'on on est plus camion, là, mais... Non, je voyais ça. Il y en a, incroyable. Mais d'un point de vue international, on est en retard. Là. Du point si tu parles de Norvège, Suède... si tu compares à l'Europe, là, on est en retard, autant dans le léger que dans le lourd. Quand on dit Europe, là, c'est pas juste la France, c'est l'Europe, mais même en Asie, la Corée du Sud, qui ont l'air d'être tellement technologique, peut-être je vais loin. L'Asie, c'est autre chose que l'Europe. Si on regarde l'Europe, l'Angleterre, l'Allemagne, la Suède, la Norvège, ça va relativement bien. Là, ils sont en avance. En Asie, tu as le Japon, qui au début est en avance, qui est en train de perdre des régresses, c'est ça. La Chine,
La Chine, ça fait peur à quelle vitesse ça roule. Et c'est surprenant. Puis c'est positif ce que je dis. Là. Ils font des produits de plus en plus de qualité. Ils vont devenir des très gros compétiteurs ici. La Corée... Du Sud, on tient à le dire. Là. Oui. La Corée, si on parle dans le véhicule léger, les véhicules coréens mangent actuellement les véhicules japonais hyper facilement. Corée du Nord. Et là, on commence à voir arriver des véhicules vietnamiens. On a VinFast qui est ici au Québec qui vend des véhicules maintenant, puis c'est des véhicules vietnamiens. Qui sont très beaux, d'ailleurs. Et qui sont très répandus en Asie, mais qu'on n'est pas habitué parce que une différence il n'y en a pas ici, c'est ça. Fait que ça change beaucoup, mais je te dirais que ces différences-là, puis si on revient au Canada, là, puis je conclue là-dessus, c'est un des enjeux qu'on vit parce que en véhicule léger, ça me fatigue plus ou moins, mais si tu es chauffeur de camion, puis tu vas livrer des affaires à Edmonton, ben toi, tu pars d'ici puis tu t'en vas jusqu'à Edmonton, tu vas passer dans la zone où il n'y en a pas ben des bornes. Là. Fait que c'est ça. Pas un T-shirt tout en ça non. Mais vois-tu, j'étais dans un congrès à Edmonton il n'y a pas longtemps, puis ils ont des gros projets. Tu vois que ça bouge, puis évidemment, eux autres, là, ils ont l'approche un peu plus fuel. Fait que ils défendent leur... L'hydrogène, pour eux autres, est plus sexy que l'électrique. Fait qu'ils construisent plein de trucs en lien avec l'hydrogène. Je pense qu'ils vont se décarboner, mais ils prendront peut-être pas j'ai le vu même Nicolas, on en parlera dans un autre podcast, mais je les ai vus, là, ils avaient fait je pense qu'ils ont fait 500 km sur du moins 10. Là. Des températures extrêmes, en tout cas. Un autre débat, là. Je veux finir avec ça. Parce que, écoute, honnêtement, on pourrait faire un podcast de 5 heures, mais on va le dire, tu vas venir à une partie 2. On va s'en reparler, là, peut-être en avril, à peu près avril-mai, on va regarder. Tes perspectives Nostradamart. Ouais, Nostradamart. C'est quoi tes perspectives d'avenir en 1 minute et demie, 2 minutes, là? Écoute, Nostradamart. Mes perspectives d'avenir, c'est que heureusement pour tout le monde, les camions n'arrivent pas à la vitesse que tout le monde les voyait arriver. Vitesse électrique. Oui. C'est-à-dire que les compagnies qui les fabriquent ont eu des problèmes avec les chaînes d'approvisionnement pendant longtemps. Là, ils ont un petit peu moins de problèmes de chaînes d'approvisionnement, mais les taux d'intérêt sont très élevés. Il y a une conjoncture qui fait que il y a 2 ans, je prévoyais plus de camions électriques sur les routes qu'il y en a maintenant, mais c'est pas une mauvaise chose. Ça laisse le temps à l'industrie d'arriver. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus d'intégrateurs, donc des entreprises dont le mandat va être d'aider ceux qui veulent commencer à s'électrifier. Je pense que le succès va être dans... Il faut arrêter d'attendre, il faut commencer maintenant, mais faire des petits pas. On a 50 camions, on en a 2 qu'on pourrait électrifier. On fait ces 2-là, on les roule pendant 6 mois, 1 an, 2 ans. On regarde comment ça va, on apprend de ça, puis on s'appuie là-dessus pour aller à la prochaine étape, voir des camions un peu plus gros, routes plus grandes. En même temps, pendant ce temps-là, la technologie va évoluer, puis ça va nous supporter. Ça, je pense que c'est là-dessus vraiment qu'on s'en va. On va être encore quelques années dans un monde où les véhicules électriques en transport vont être des camions plus petits que très gros. Mais c'est pas grave, comme je dis, ça va nous permettre de ramasser des données, de tester les affaires, de voir ce qui va bien, ce qui va moins bien. Et tout ce qui est transport, le long haul, là, qui va finir par arriver électrifié, ça, je pense qu'on en a encore pour quelques années avant que ça devienne vraiment parfaitement au point. Donc, on a du temps pour avoir amené les choses. Podcast à commercial, mediaontheroad.com. Si vous avez des questions sur l'électrification des transports, Martin va revenir. Puis Nicolas va... Je pense que Nicolas, au Carl, on va le congédier pour l'électrique. Nico, tu vas revenir. Vous avez plein de questions à Martin. Martin est assez bon joueur, là, puis il n'a pas peur de répondre aux questions. L'autre fois, j'avais dit, je vais te lire plein de commentaires, j'avais reçu pour Tesla, mais quand je les ai lus, j'ai dit, ça me tente pas. Vous êtes démoralisant des fois. Martin Archambault, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Écoute, ça a passé vite. Je n'ai même pas fait la moitié des sujets. Puis quand on se reverra, ce qui serait le fun, là, c'est que j'amène avec moi des entreprises qui en ont des camions, qui vont vous donner le... Moi, je peux même vous en parler, là, mais le gars que c'est sa job dans la vie de gérer des flottes, puis qu'il y en a 2, 3, puis qu'il va vous dire ce qui marche bien, ce qui marche pas bien. Je pense que ça vaut 100 fois ce que moi, je peux vous dire. Impress Création, qui est notre compagnie qui font notre merch Down the Road, vont t'envoyer un T-shirt. C'est bien gentil. Tu m'écriras, on s'en reparlera, je te dirai couleur qu'il y a. Tu m'enverras une photo après avec ton T-shirt Down the Road. Ça va me faire plaisir. Michael, t'écoutes, essaie d'y mettre une prise, quelque chose, OK? On va essayer de t'arranger de quoi. Ah ouais, c'est ça. Un plan pour que je revienne avec un T-shirt de Silence on roule la prochaine fois. Oui, c'est ça, c'est clair. Une autre plug. Oui, merci beaucoup, Martin, d'être nos podcasts. Comme je te dis, j'aurais aimé ça, qu'on prenne 1 heure de plus. Je sais que t'es attendu, mais on a ouvert une belle brèche, puis tu peux remettre un jeu de mots, là, on est au courant. Merci, Martin. Je te débranche. C'est bon, merci, Nico. Merci. Dans 2 semaines, tout le monde, on est à Lévis, au Cégep de Lévis, Salon de l'Emploi.
Venez de 9 à 15 heures. Les informations sont sur le site de ontheroadquebec.com et salonemploi-camionnage.com. Sinon, sur notre page Facebook. Une semaine après, on est à la Prairie le 23 mars. On se revoit la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Merci Marc. Merci Nico. Bye bye.